Voilà, ne serait-ce que la table ronde qui vient de précéder a montré qu'il y avait des besoins accrus de mobilité, ne serait-ce que pour maintenir les territoires en l'état et si on veut qu'ils soient attractifs encore plus. Et par ailleurs, on est en situation de faire des économies d'émissions de CO2. C'est donc bien contradictoire. Et cette table ronde a pour finalité, ou tout au moins comme objet, d'ouvrir le débat sur comment on peut résoudre éventuellement cette contradiction. Alors nous avons autour de la table, heureusement que 3 personnes, donc on ira un petit peu plus vite. Donc Nadine Salaris, qui est d'Enedis, Patrick Carrier de GRDF, pardon, du coup, Xavier Bousset pour la société Oviance, et Patrick Oliva qui conclura pour Orbimob cette table ronde. Il y aura plusieurs sujets. Nadine nous parle plutôt de l'aspect de l'électrification d'une partie du transport, si possible significative, est-elle raisonnable pour la production et la distribution de l'électricité? Donc Nadine, si tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet. Est-ce que Nicolas peut projeter mes slides? Oui. Est-ce que ça marchait? Je vous ai fait une page de garde avec une 2 chevaux pour illustrer la frugalité. Ça m'a semblé être opportun. Alors, si on passe à la suivante, la première chose que je voudrais dire, moi, c'est que c'est aller contre une sorte d'idée reçue, ou plus exactement de fait. Moi, je vois beaucoup de Zoé, pour ne pas citer de marque, en ville, aux abords de Clermont. On en voit beaucoup, on en voit dans les rues de Clermont. Et j'en vois beaucoup moins sur nos chemins ruraux. Or, finalement, là, c'est un collet que j'ai fait de UFC-Q Choisir, qui disait que les véhicules électriques sont plus intéressants en zone rurale qu'en zone urbaine. Alors, ce qui se passe, ce qui semble bien se passer, c'est que sous la pression des zones à faible émission, sous la pression des maires de métropole, finalement, les citadins achètent des véhicules électriques et pas les ruraux. Alors que finalement, quand on y pense, là, il y avait des chiffres qui étaient indiqués, avec l'envolée des prix du pétrole, en plus, ces chiffres ne sont pas forcément tout à fait actuels, mais globalement, c'est clair que plus on fait de kilomètres, et c'est dans les zones rurales qu'on fait le plus de kilomètres, finalement, plus on fait de kilomètres, plus le véhicule électrique est intéressant. Donc si on était complètement rationnel, ce serait dans les campagnes qu'on aurait des véhicules électriques et moins en milieu urbain où finalement le citadin, la citadine a une offre de transport en commun, de vélo en location, assistance électrique ou pas, à sa disposition. Voilà, alors, cet état de fait dit, ce que je voulais dire, c'est mon propos est en deux points. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe sur le plan individuel. On peut passer au suivant. Quand on achète un véhicule électrique, on peut passer au suivant, merci. Finalement, on s'aperçoit que les gens qui achètent un véhicule électrique ne changent pas trop leur habitude. On voit qu'il n'y a pas majoritairement d'augmentation de puissance. 85% d'entre eux n'ont pas augmenté la puissance de leur contrat. Donc la puissance, en fait, c'est la puissance que Enedis, gestionnaire du réseau de transport, vous garantit de vous mettre à disposition. Ça correspond à l'abonnement dans la facture d'électricité. On voit que sans augmenter leur abonnement,
ils achètent un véhicule électrique, ils le mettent en recharge, ça ne change pas leur vie. Et aussi, cette enquête, c'est un baromètre, on la fait chaque année, à la fin de l'année. Et ce qu'on voit aussi évoluer d'année en année, c'est le fait que les gens ne rechargent plus tous les jours. Avant, ils avaient tendance à recharger, à mettre leur voiture en charge chaque soir quand ils rentraient. Là, c'est plus du tout vrai. On voit qu'effectivement, plus de 70% ne chargent pas tous les jours leur véhicule. On en a une grosse partie qui nous dit tous les 2-3 jours ou une fois par semaine. J'étais tout à l'heure à France 3, il y avait une dame qui venait d'acheter, qui a acheté une 208. Son collègue lui a dit mais tu fais combien, toi, avec ta voiture? Ah ben, je la recharge une fois par semaine. Voilà, donc c'est tout à fait significatif. Alors, il y a aussi le fait que les batteries ont augmenté en autonomie et que forcément, on a moins besoin de recharger. D'ailleurs, alors on peut passer au suivant, d'ailleurs, on s'aperçoit que finalement, les gens ne pilotent pas vraiment la recharge de leur véhicule. Quand on leur pose la question, ils sont 56% à dire non, moi je pilote pas. Et ceux qui pilotent, ils laissent en fait la programmation horaire de la batterie du véhicule faire son travail. Alors, tout ça, ça montre quand même qu'il y a une marge de manœuvre encore. Parce que finalement, le pilotage, on peut passer au suivant, parce que finalement, le pilotage, ça permettrait de se faire encore baisser la facture si jamais on avait à rechercher encore des économies, de la frugalité, etc. Alors, le pilotage, c'est intéressant pour les deux parties. C'est intéressant pour le client parce que, bien sûr, quand on décale sa consommation sur une plage horaire où le prix il est moins cher, c'est intéressant. Ça a été c'est le principe du ballon d'eau chaude qu'on déclenche au moment des heures creuses. C'est intéressant par rapport à l'appel de puissance aussi. Comme ça, si on ne met pas tous ces appareils à fonctionner en même temps, on a besoin d'un abonnement moindre. Mais c'est aussi intéressant pour le gestionnaire de réseau qu'Enedis est, parce que ça permet effectivement de lisser la charge appelée. Et donc c'est intéressant pour la collectivité. Donc on voit que si on était coincé, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais si on était coincé un jour, on aurait toujours ce pilotage qui permettrait de limiter les impacts sur le réseau et qui permettrait aussi de limiter la facture chez le client. Alors mon deuxième point, c'est justement qu'est-ce qui se passe sur le réseau. 80% des bornes de recharge sont raccordées au réseau de distribution dont s'occupe Enedis. C'est pour ça que je vous en parle, parce que notamment les bornes de recharge rapides, les superchargeurs, ceux qui permettent de recharger en un quart d'heure, 20 minutes sur l'aire d'autoroute pour un véhicule quand on veut faire des trajets de longue distance. Là, je sors de la recharge domestique où on met son véhicule à recharger le soir et on le débranche à 7 h du matin quand on part travailler ou qu'on emmène les enfants à l'école. Là, je vous parle de la recharge rapide dont on a besoin pour pouvoir dépanner celui qui a besoin, parce qu'il circule, qui a besoin de se recharger. Alors, ces bornes de recharge, elles sont plus rapides parce que tout simplement, elles sont plus puissantes. Elles demandent une puissance plus importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez soi, c'est du 7 kW, 3 kW, mais bon, le 7, ça va quand même plus vite. Ça va 2 fois plus vite que le 3, tout simplement. Mais quand on est sur une station de recharge d'une aire d'autoroute, on est en train de construire dans l'Allier l'aire d'autoroute de Toulon-sur-Allier, les bornes, rien que les bornes de recharge, ont demandé une puissance de 4 MW. Donc on est sur des puissances qui sont déjà importantes. Donc on a regardé bien sûr ce qui se passait sur le réseau. Est-ce qu'on était capable d'absorber ces puissances-là? Et je peux vous répondre, je peux vous assurer que oui, parce qu'on a fait plusieurs études.
et qu'il y a deux choses qui apparaissent, hein, c'est que tant en consommation qu'en puissance, on peut adapter le réseau à peu de coûts pour pouvoir absorber le développement du véhicule électrique. On peut passer au suivant. Alors en termes de puissance, donc la recharge s'intègre sans difficulté sur les réseaux. On a regardé notamment ce qui allait se passer au chassé-croisé, là où on s'est dit, bon, bah, tout le monde va être sur les routes, tout le monde va faire des longues distances et tout le monde va vouloir recharger. Ce qui se passe aujourd'hui, hein, sur un chassé-croisé, quand vous voulez vous arrêter sur une aire d'autoroute, l'aire d'autoroute elle est pleine, vous faites 20 minutes la queue pour pouvoir recharger votre véhicule en fuel. Bon, donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et on voit que les puissances appelées sont largement absorbables par le réseau. Ces puissances sont complètement décorrélées en plus des consommations, des pointes de consommation nationales qui ne sont pas l'été en plein mois d'août et qui sont complètement l'hiver. Là, je vous ai mis la date et la puissance atteinte sur celle de l'année 2020. C'était le 22 janvier 2020, mais on est toujours soit en janvier, soit en février au niveau de la pointe de puissance appelée sur le réseau français. Donc on est sur une demande de puissance marginale par rapport aux pointes de consommation et ça ne se cumule pas avec cette pointe de consommation qui se passe en hiver, en janvier ou février. Donc même avec l'équipement de tout le réseau autoroutier, et des grands axes routiers, hein, je pense à la Haute-Loire et au Cantal qui n'ont pas d'autoroute, mais qui ont quand même des grands axes routiers le long desquels il y a des aires de repos où les gens s'arrêtent pour faire le plein. On voit bien que même avec ces équipements-là, on est largement, le réseau soutient largement cet effort-là. Alors le deuxième point, c'est le fait que les investissements qu'on a à faire sur le réseau pour la mobilité sont vraiment marginaux par rapport aux investissements que l'on a à faire pour accueillir la production des nouvelles énergies. Ça, c'est très clair. Ce qui dimensionne le réseau, ce sont les raccordements des énergies renouvelables. C'est ça qui fait qu'on a à investir beaucoup d'argent dans le réseau, au niveau aussi bien du transport, chez RTE, que chez Enedis côté distribution. Le raccordement des stations de recharge ne pose pas de problème technique. Je vous disais, l'aire de Toulon-sur-Allier, 4 MW, il a fallu renforcer le poste, mais c'est des choses qu'on fait habituellement. De toute façon, ce n'est pas des choses qui sont difficiles et qui nous posent problème. Et surtout, les coûts sont minimes. Vous voyez, quand je vous dis que le raccordement au réseau des bornes de recharge rapide sur les autoroutes et les grands axes routiers représente moins de 1% des investissements planifiés par Enedis et RTE, on est sur du largement absorbable. Voilà, j'en terminerai donc par mon dernier slide, qui est qu'en conclusion, le développement du véhicule électrique reste en termes d'impact marginal par rapport au réseau, et surtout au réseau de distribution, puisque je vous disais que c'était surtout le réseau de distribution qui était impacté. Et on voit bien qu'on a encore des marges de manœuvre si on voulait gagner en flexibilité ou gagner encore en frugalité. Oui, merci beaucoup. Monsieur Patrick Carlier, c'est presque la même question, mais vu du point de vue du gaz cette fois. Donc je vous laisse la parole. Je pense que j'aurai un discours un peu différent, forcément parce que nous, en fait, en gaz, la puissance n'est pas vraiment un sujet. Mais bon, là, il faudrait, pour creuser, rentrer un peu plus dans le débat. Non, là, moi, aujourd'hui, voilà, vous m'avez invité à parler d'une énergie un peu plus, on va dire, récente, pas nouvelle, parce qu'on verra qu'il y a deux aspects au bio-GNV, qui est le sujet dont je vais vous parler. Puisque le bio-GNV, en fait, c'est la version renouvelable du GNV. Le GNV, le gaz naturel véhicule, c'est quand même quelque chose qui est connu déjà depuis quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années. Voilà. Alors,
rapidement, je vais passer sur les premières slides parce que si tu peux les passer, je vois que tu as un peu de difficulté, qui sont en fait quelque part un petit peu des rappels parce que c'est vrai que je me rends compte que c'est pas toujours facile entre GNV, GNC, GNL. Donc là, très rapidement, mais de toute façon, je crois que vous aurez accès aux slides, vous pourrez vous y retrouver assez facilement. GPL aussi, j'oubliais. En fait, en gros, le GNV, c'est plutôt une marque. Le bio-GNV, c'est, comme je vous l'ai dit, la version en fait énergie renouvelable. On devrait plutôt parler de gaz naturel carburant, de GNC, et qui est en fait la forme la plus classique. Et on a aussi le GNL qui est la forme liquéfiée. On passe assez vite. Voilà, en fait, le problème qui a été posé, je crois qu'on va en parler, enfin vous en avez parlé, on en parlera encore un petit peu jusqu'à la fin de la semaine, c'est qu'il y a un enjeu très fort sur le transport. Alors effectivement, c'est un transport c'est un secteur ou un segment qui émet, qui contribue très fortement aux émissions de gaz à effet de serre. 30%, on a vu hier, peut-être plus si on regarde sans doute plus si on regarde à la Maille France, avec aussi, pour le coup, un aspect qualité de l'air pour ce qui est du monde urbain, puisque j'essaierai de zoomer un petit peu et de donner un éclairage sur l'aspect territorial au cours de ma présentation. Donc, si on peut aller à la suivante. Pour les gaziers, il nous semble que le bio-GNV a toute sa place dans la transition énergétique parce que justement, il adresse bien ces questions. Les questions d'effet de serre, puisqu'effectivement, le bio-GNV permet de réduire de 80% quelque part le contenu carbone en émissions. Et puis, il a aussi, et ça pour le coup, c'était déjà vrai pour le gaz naturel véhicule classique, il a peu d'émissions en termes de NOx, en termes de particules par rapport au diesel, puisque nous, on se compare beaucoup en fait aux énergies fossiles classiques, c'est-à-dire essence, diesel, voilà, sans se comparer forcément aux autres énergies alternatives qui vont arriver, qui feront partie du mix énergétique que l'on souhaite tous. Si on peut passer à la suivante. Bon voilà, quand on parle mobilité, quand on parle carburant, quand on parle alors carburant c'est toujours un peu délicat parce que maintenant on va avoir de plus en plus de l'électricité aussi. Donc quand on parle en fait alimentation ou énergie alternative, on parle forcément en fait de trois choses. Il y a trois piliers. Il y a ce carburant, cette énergie. Il y a les stations qui sont une vraie question, qui ont été abordées aussi par Enedis. Et puis il y a les véhicules. Voilà. En général, il y a les trois sujets qu'il faut aborder. Donc moi je vous propose de les aborder avec, comme on l'a dit, peut-être une vision un peu territoriale. Au niveau des stations, donc c'est la slide suivante. Au niveau des stations, pour ce qui concerne le gaz, on est plus sur une vision, je dirais, station de carburant classique. C'est-à-dire on développe des grandes stations pour, notamment, et on le verra aussi parce que c'est très tiré par le poids lourd. Donc l'idée, c'est quand même de mailler le territoire et d'abord à partir de grandes stations publiques. On est en train, et on voit là sur une des courbes, de réussir quelque part cet objectif, puisqu'on sera pratiquement à la fin de l'année sans doute à 300 stations. On avait un objectif dans les textes réglementaires d'autour de 250. On sera à 300. On en a fait 44 l'an dernier. On en est déjà à 55 cette année. Donc on voit qu'on a un vrai développement des stations qui se font et donc un maillage du territoire qui se réalise. Alors pour ceux qui ont de très bons yeux, vous verrez deux petits points verts au niveau de la croix des autoroutes vers Clermont-Ferrand. Alors c'est les deux stations, l'une de Clermont-Ferrand et auquel s'ajoutera celle de Rion-Limagne-Volcan. Et donc on commence à mailler le territoire, et notamment sur notre propre territoire, ici, de stations publiques. Si on peut passer à la suivante. Donc là aussi, pour vous donner, vous ayez une vision en fait, de ce qui se passe, on voit sur la partie gauche en fait, de la slide, c'est que globalement, il y a à peu près en nombre de véhicules, autant finalement de véhicules lourds que de véhicules légers. Le gaz est surtout présent dans les véhicules lourds, au-dessus de 3,5 tonnes. Et on voit sur la partie droite qu'effectivement, c'est les véhicules lourds qui tirent le développement du gaz naturel véhicule. On le voit mieux sur la slide suivante, et c'est très clair, où on voit que les poids lourds, effectivement, le développement est très très fort depuis quelques années. Et on voit aussi l'amorce, et je reparlerai un petit peu plus tard, du marché des autocars. Donc si on passe là sur la slide suivante, on voit qu'aujourd'hui, on est à peu près à 4% de part de marché sur le poids lourd. Donc ça fait à peu près 5000 poids lourds. On a un objectif d'à peu près de multiplier ça par 10 à l'horizon 2028. Donc il y a un effort extrêmement important qui est fait par la filière, pas par nous. Nous, on se contente, on va dire entre guillemets,
d'accompagner le développement des stations, mais globalement, c'est toute la filière qui développe des véhicules et les transporteurs qui accompagnent. Voilà, si on passe sur la PPE, on voit que l'ambition est très très forte. Donc je vous ai dit 5 000 aujourd'hui, 28 000 en 2023, et je crois que alors là, ça commence à être très lent pour moi, même avec les lunettes. Bon, je crois que c'est de l'ordre de 80 000 en 2030. Donc voilà, une flotte considérable. Ça, c'est ce qui était prévu par la PPE. Donc si on voit en térawattheure, vous aurez l'équivalent, voilà, ce qui est évoqué par Enedis tout à l'heure en termes de consommation. Donc on a toujours notre jargon térawattheure, kilowattheure. Je suis désolé, mais c'est... Voilà. Donc une 25 térawattheures, c'est l'objectif qu'on a. Et là, j'en reviens au sujet peut-être de la territorialité. Donc il est clair que là, on est sur une mobilité qui est interrégion, qui est internationale, qui à un moment donné concerne donc le transport routier, les 44 tonnes, etc. Et c'est-à-dire que le driver, ce n'est pas la qualité de l'air. Le driver, c'est vraiment la logistique et la décarbonation de la logistique. Et dans cette décarbonation, on voit bien que les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre, les carrefours notamment pour la grande distribution, ont un rôle important à jouer, et le jouent d'ailleurs, pour diminuer leurs propres émissions de carbone, contraignent quelque part leurs sous-traitants à faire cette transition énergétique et aller vers un transport moins émissif. Et on voit bien que c'est le constat finalement de cette évolution-là. Donc on est sur quelque part une maille qui est plutôt une maille régionale, nationale. Avec un objectif donc de 20% biogène V, là, qui est également écrit dans les textes. Pour autant, il n'y a pas que cette mobilité-là, il y a aussi une mobilité lourde en urbain. On en a parlé hier. Donc là, pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner le développement des transports en commun, notamment des bus urbains. Et on voit bien là, pour le coup, qu'il y a à peu près 2/3 des collectivités qui aujourd'hui sont avec une mobilité gaz tout ou partie, parce qu'il y a forcément toujours un mixte. Bon, moi, j'ai en tête dernièrement que le Mobilité Île-de-France a un schéma qui l'amènera à peu près à 50% de bus bio-GNV et puis le reste en bus électrique ou hydrogène, ce qui est à peu près le même modèle que le SMTC. Très récemment, c'est les transports nantais qui ont fait l'acquisition, je crois, de 75 bus au gaz. Donc on voit bien que ces bus au gaz, ça s'installe. J'avais évoqué hier le chiffre d'un bus sur 3 aujourd'hui immatriculé en gaz en France, et cette année, sans doute plus de bus au gaz vendus que de bus diesel. Donc il y a vraiment cette mutation. Il y a aussi les bennes ordures ménagères qui passent au gaz. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4, c'est 20% de part de marché. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que là, ils peuvent s'inscrire très clairement dans une économie circulaire intéressante. C'est en fait ces outils collectent des déchets qui sont traités, qui sont transformés en bio-GNV, qui permet finalement de les faire rouler. Donc on est dans un cercle vertueux qui est intéressant. Ce que je n'ai pas mis après sur cette slide, c'est finalement les autres transports, également urbains. Ça va être tout ce qui tourne autour globalement de la logistique du dernier kilomètre, puisque là on voit bien qu'il y a aussi du lourd et du léger. Donc on va aller des camions qui rentrent en ville plutôt en GNV, avec après des véhicules peut-être plus petits qui seront électriques, et puis des véhicules après encore plus petits qui sont sans doute là complètement soit électriques, soit hydrogène. Donc on voit bien qu'on a cette complémentarité là pour le coup, en tout cas dans notre vision. Et puis aussi les véhicules de TP qui commencent à s'y mettre. On commence à avoir des camions aspirateurs GNV, des balayeuses GNV. Enfin, il y a une offre véhicule qui commence à se développer sur le lourd en milieu urbain. Donc on est toujours en milieu urbain. Si on peut passer sur la suite. Donc là, le petit clin d'œil sur le prix, parce que j'étais sûr qu'on allait me la poser. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce n'est pas la hausse de prix. Personne ne s'en réjouit. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint des prix d'énergie fossile qui étaient égaux, voire supérieurs au coût aujourd'hui de production d'un biométhane. Ça veut dire que finalement, les énergies renouvelables commencent à devenir quasi compétitives, du moins dans les périodes de crise. Maintenant, à nous de le rendre compétitif dans les périodes de calme. Mais en tout cas, voilà, c'était... et on voit ici, là, pour le coup, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui consomment le plus de carburant gaz, c'est le segment des bus. Ce que j'ai quand même oublié de dire tout à l'heure avec mes 250 stations, c'est les stations publiques. Si on prend les stations privées, c'est bien plus que ça, c'est presque de 4 à 500 stations. Parce qu'en fait, par exemple, le SMTC a une station qui est privée. Parce que voilà, les opérateurs de bus ont suffisamment de consommation pour investir dans leurs propres stations. Si on passe sur la suivante, parce que là je vais arriver sur le cœur du sujet. Donc le bio-GNV,
on voit que c'est pas... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, c'est un problème pour nous. On pourrait nous dire, oui, mais est-ce qu'il y aura assez de bio-GNV pour alimenter toute la mobilité? Aujourd'hui, on en est à 17% à peu près, entre 17 et 18%. Je vous ai dit que la cible, c'était 20. Ça sera 30 en 2030. Et on accompagnera bien sûr cette évolution, puisque si on regarde la slide suivante, la production en fait de gaz vert et de biométhane se développe fortement. Alors fortement dans le nord de la France, mais pas que, aussi chez nous. Ça commence, on va dire, à descendre. Quand j'avais fait ce slide, on était à 296 sites. On est à 315 aujourd'hui, avec un peu plus de 5 TWh de gaz vert. Nous, on vise à peu près 12 TWh en 2023. Donc on voit bien qu'on est dans des échelles qui sont compatibles avec un verdissement de la mobilité. Et ça correspond peu ou prou, les 5 TWh, à pratiquement un demi-million de tonnes de CO2 évitées par an quand même. Donc c'est loin d'être neutre. Le petit zoom territorial, c'est que ce bio-GNV est produit pour 80% sur de la méthanisation de déchets agricoles, c'est-à-dire en monde agricole. Alors le problème pour nous, effectivement, c'est de le capter, parce que dans le monde agricole, le réseau de gaz n'est pas forcément extrêmement présent. Il y a des choses qui tournent autour avec du gaz porté, etc., pour essayer d'améliorer ça, mais toujours est-il que le biométhane est un sujet agricole, même si on peut en produire en urbain, autour des stations d'épuration, autour, par exemple, le Valtom créera aussi, ou produira demain du biométhane. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet agricole, c'est un sujet du monde rural. Et j'entendais ce matin le commissaire au massif qui parlait justement de ces sujets un peu de ruralité, de mobilité rurale. Et ce que j'ai constaté, moi, par rapport à ça, c'est qu'il y a certains sites aujourd'hui qui réfléchissent, par exemple, à la décarbonation des engins agricoles. Pour ceux qui ont été au sommet de l'élevage, il y avait un super tracteur New Holland qui était au milieu de l'exposition, qui fonctionnait au gaz. Et il y a des gens qui ont développé des tracteurs aujourd'hui qui sont hybrides, gaz électrique. Donc on voit bien qu'il y a un sujet aussi de décarbonation du monde agricole, des pratiques agricoles. Et ce qui est aussi important par rapport à ça, c'est la mobilité rurale. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer demain des stations GNV en monde rural qui permettront peut-être sur des voitures GNV, on va dire décarbonées ou on va dire plutôt rétrofitées pour pouvoir fonctionner avec un carburant décarboné qui pourrait justement accéder dans les centres-villes quand on évoquait le sujet parce que ces véhicules seront en critère 1. Donc on voit bien qu'il y a peut-être un lien, il y a peut-être des choses à creuser à ce sujet-là. Voilà. Donc on me dit qu'il faut que je conclue rapidement, mais c'était, ouais, voilà, pour le petit focus, j'avais une chose en tête aussi, c'est il y a une installation qui n'est pas très très loin, qui est dans la Loire, qui s'appelle Métamoly, qui pour le coup produit du GNV pour alimenter des autocars qui font en fait le ramassage scolaire, là pour le coup aussi, en monde plutôt rural. Voilà, on va passer alors très très rapidement sur les autres. Bon, là, on peut passer, c'était juste, vous pourrez la regarder, c'est justement sur les performances, en fait, en bus, etc. En analyse de cycle complet, justement, des solutions GNV qui sont souvent remarquables et qui sont, quand on regarde l'ensemble des choses, souvent très comparables à des véhicules électriques ou hybrides. On peut passer là sur la fin, puisqu'on y arrive. La partie innovation, moi je pense qu'il y a des choses à faire, notamment par exemple le GNV à la ferme, etc. Donc pour ceux qui s'intéressent aux évolutions du monde rural, il y a peut-être des choses à creuser. Donc on peut passer là pour le coup. Et puis voilà, j'en étais sur ce qu'il faut retenir. Donc là, moi c'est surtout ce taux de croissance, effectivement, cette dynamique qui est en train de s'installer. Et la dernière, je vous le jure, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a une brochure de l'AFGNV, donc qui est l'association française du GNV, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette présentation et qui est consultable, voilà, sur Internet, etc. Et je pense que, en tout cas, en rebond de ce qui a été, par exemple, dit ce matin, je pense qu'il y a sans doute peut-être des coups à jouer en Auvergne sur ce monde rural, cette proximité rural-urbain. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses à réfléchir ? En tout cas, voilà, ça nous aura permis, cette semaine Orbimob, de poser un peu les bases de cette réflexion. Voilà, merci. Merci bien, vous avez pratiquement tenu dans l'horaire. Oui. On va revenir un peu à l'électrique avec vous, monsieur Xavier Bousset. Peut-être vous présenter d'abord rapidement votre structure, votre entreprise, et
Allez-y. Merci. Donc Xavier Bousset, je suis le directeur commercial et développement du groupe Oviance. On a plusieurs filiales, mais l'une d'entre elles a axé son développement sur la fourniture, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On intervient sur toute la France. On a 33 agences qui sont réparties sur le territoire national. Et donc, on installe, on est prestataire de services, donc installateur de bornes de recharge, de la 3,7 kW qu'on installe en principe au domicile de particuliers ou pas. On peut monter plus s'ils le souhaitent, jusqu'à des puissances largement plus élevées pour les entreprises ou pour les collectivités territoriales. J'écoutais naturellement religieusement les intervenants précédents. Pour Monsieur Carlier, le point commun avec Madame Salaris, c'est naturellement ces bornes de recharge. Donc vous citez le gaz, mais Madame Salaris, c'était naturellement l'électricité. Et je retiens de l'intervention de Madame Salaris, donc pour Enedis, 2 points. Le premier, par rapport aux statistiques qui ont été présentées, c'est qu'il y a moins de crainte pour l'utilisation des bornes de recharge et ce qui permet de limiter les contraintes quant à la recharge de ces véhicules. Et les statistiques que vous avez avancées montrent que autant les gens au départ rechargeaient peut-être tous les jours et que finalement par rapport à l'utilisation, et je vais revenir sur ces questions d'usage, finalement ne recharger que une fois tous les 2-3 jours, voire pour 29% une fois par semaine. Donc c'est un élément quand même important et on voit que l'utilisation finalement donne des pratiques différentes de ce que les gens pouvaient imaginer sur l'utilisation des véhicules électriques. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et vous l'avez cité, c'est l'évolution des véhicules électriques et en parallèle, l'évolution des bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont maintenant des outils intelligents, c'est plus seulement des grosses prises de recharge. Il y a de l'intelligence derrière et il y a une interaction également entre le bâtiment et la borne. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Pour nous, pour le groupe Oviance, la borne de recharge, naturellement, accompagne le développement de l'activité économique liée à l'automobile électrique. Mais on va plus loin puisqu'elle doit l'anticiper, puisqu'on reste quand même sur cette crainte sur les primo-accédants aux véhicules électriques, c'est comment je vais faire pour recharger mon véhicule électrique. Donc c'est véritablement le préalable à l'achat d'un véhicule, et en discutant notamment avec des concessionnaires ou des constructeurs, on se rend bien compte que la première question avant d'acheter son véhicule, quand on a une intention d'achat, un intérêt pour l'électrique, c'est et comment je vais faire pour le recharger. Donc les deux sont véritablement indissociables. Si on parle de spécificité de la borne et de la recharge, elle se définit pour nous à travers les segments d'installation sur les lieux et les sites donc d'équipement des bornes. Et ces sites et ces lieux se définissent en 3 segments. Vous avez naturellement le domicile, qui est le premier site où on recharge son véhicule, la société où l'on travaille, qui donc nous permet de recharger potentiellement notre véhicule. Et puis le troisième axe, c'est celui de la voie publique, à travers notamment les collectivités territoriales qui peuvent implanter sur la voie publique ces bornes de recharge. Et dans ces segments, on fait des sous-distinctions qui peuvent complexifier un petit peu la donne, notamment s'agissant de l'installation. En effet, quand on parle d'une installation d'une borne à un domicile, on est soit en maison individuelle, où là, il n'y a pas trop de problème. On regarde naturellement quel est le type d'abonnement, l'installation électrique, monophasée, triphasée, et ensuite l'abonnement. Mais le problème se corse un petit peu sur les installations en copropriété, où là, on touche du doigt un véritable sujet. Et c'est là où il faut réfléchir avec une question de projection et une question d'avenir sur l'évolution du parc automobile au sein des copropriétés et par conséquent les appels de charge que ces installations vont générer. Et là, il y a toute une pédagogie à faire sur comment adapter le réseau et l'installation électrique du bâtiment à l'installation de nouvelles bornes.
Pour l'entreprise, on peut avoir également une sous-distinction, puisque l'entreprise finalement a trois vecteurs de vocation à installer des prises pour sa propre flotte, naturellement. Également pour le public, alors, en termes de service pour ses propres clients. On peut imaginer par exemple un notaire, on a installé l'autre jour une borne chez un notaire qui, en termes de service, souhaitait pour sa clientèle pouvoir apporter ce service. Et puis on a également des bornes qui sont ouvertes au public. C'est pour ça que quand on parle de bornes de recharge, il faut voir les bornes dans leur complète dimension, à la fois le domicile privé, qui est un axe de recharge extrêmement important, puisque la plupart des véhicules se rechargent la nuit. Et puis ensuite, la dimension je veux dire de jour, où on peut recharger soit donc à son entreprise, soit dans le cadre de ses déplacements sur la voie publique, ou sur des bornes qui sont accessibles au public. Donc on est sur un vecteur relativement large d'installation des bornes. Pour nous, l'installation d'une borne, elle part d'un point de départ qui est essentiel, c'est celui de l'usage, de l'utilisation que vont faire les personnes de leur véhicule. La plupart des gens vont... Alors déjà, on fait la sous-distinction entre véhicules hybrides et véhicules électriques, puisque naturellement, le temps de recharge pour un véhicule hybride sera inférieur à un full électrique. Ça, c'est le premier point. Et puis, la première question qu'on pose, c'est le nombre de kilomètres que les gens font par jour. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, dans l'utilisation, est-ce qu'ils la rechargent à leur domicile tous les soirs ? Ce qui veut dire qu'avec une recharge chaque soir, il n'y a pas besoin forcément, quand on fait, et c'est l'utilisation qu'on est faite de manière la plus importante, c'est une cinquantaine, 60, 80 km par jour. C'est des déplacements quotidiens limités en termes de géographie spatiale. Et par conséquent, vu le nombre de kilomètres réalisés par jour, et la possibilité, l'opportunité de recharger la nuit à son domicile, ou à son entreprise, finalement, la question de la recharge n'est plus forcément une question et une crainte que vont avoir les personnes, et une contrainte dans leur vie quotidienne. Donc la question de l'usage et de l'utilisation est juste fondamentale pour définir le choix d'utilisation, alors d'une part d'acquisition d'un véhicule électrique, et ensuite du type de borne que l'on va installer. Ensuite, sur l'installation des bornes, et alors que ce soit pour les entreprises ou pour les copropriétés, il est, à mon avis, fondamental que les gens réfléchissent avec un aspect de projection, c'est-à-dire on regarde un petit peu sur l'avenir, et l'avenir très proche. C'est-à-dire que sur les flottes entreprises, on a vu l'évolution légale et réglementaire, législative réglementaire sur le sujet. Il y a des choses qui sont imposées maintenant aux entreprises par rapport, alors, d'une part sur les constructions neuves, naturellement, mais sur l'existant également. Il va y avoir des contraintes, notamment pour les entreprises et les copropriétés. Et donc, il est indispensable, notamment pour les questions de coûts, d'anticiper ces évolutions. Je prendrai deux exemples, un pour l'entreprise, deux pour la copropriété. Pour une entreprise, si on nous demande de faire une installation d'une ou deux bornes parce qu'on a une intention, l'entreprise a une intention d'achat d'un ou deux véhicules, on lui demande s'il a une projection sur l'année N+1, N+2, N+3, puisque ce qui peut coûter le plus cher, ça peut être également les travaux de génie civil qui sont liés au passage de fourreau, à l'électrification du système. Donc il est important également d'avoir cet élément de conseil et cette vision un petit peu d'avenir, de façon à limiter les coûts de l'installation qui peuvent paraître pour certains un petit peu importants, sachant qu'il ne faut pas omettre et oublier de dire qu'il y a des aides d'État qui viennent subventionner et donc alléger la charge financière de l'installation des bornes en termes d'équipement et d'installation, qui sont relativement importantes et qui peuvent être couplées d'ailleurs avec d'autres aides. Il y a des collectivités territoriales qui apportent également des subventions. C'est la moitié des travaux. C'est quasiment la moitié entre un tiers et la moitié des travaux. Ah ouais, donc c'est pris en charge, qui est subventionné. Donc en fait, on voit bien que finalement, pour les copropriétaires qui installent
des bornes dans les parkings souterrains, ça leur revient à très peu cher. Hein. C'est exactement ça. Le premier exemple était... Tracas, Ouais. parce qu'il faut le signer, il faut le décider en AG, ça prend du temps, il faut se mettre d'accord, il faut choisir la technologie qu'on veut, mais enfin, bon, une fois que c'est fait, c'est... Exactement, vous avez tout à fait raison. Le premier exemple, c'était les entreprises. Le deuxième exemple, et Nathalie a anticipé mon propos, il a tout à fait raison, c'est l'écopropriété, où ces travaux doivent être là anticipés, puisque les colonnes montantes électriques n'ont pas été dimensionnées à l'époque pour répondre à tel appel de charge, et donc il faut créer de nouveaux réseaux pour alimenter justement les différentes bornes qui seront installées, et les aides qui sont apportées permettent d'alléger très fortement la charge financière. Après, on est, comme vous le disiez très, très justement, sur des questions de forme, de procédure. Il y a les passages en assemblée générale parce que c'est des décisions qui doivent être validées en AG, mais des solutions existent et bien heureusement parce que on sait très bien que l'évolution du parc automobile dans les copropriétés va être un vrai sujet. Donc l'idée naturellement de se projeter dans l'avenir quand on réfléchit borne de recharge de façon à alléger la charge financière au-delà des aides et subventions qui sont mises en place. Le sujet a été évoqué tout à l'heure. On voit que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, ouais, c'est un marché qui est en constante évolution. Les véhicules évoluent, la batterie des véhicules évolue, les bornes de recharge évoluent également. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas simplement une grosse prise, c'est de l'intelligence qui est associée à ces bornes. Et derrière ces bornes, au-delà de l'intelligence, c'est du service qui est apporté au bénéfice. Alors on peut le retrouver dans les maisons individuelles, mais il y a un petit peu moins d'intérêt. Mais il existe, notamment pour la question des véhicules de fonction. Mais en revanche, il a toute sa réalité pour les entreprises, pour les bornes qui sont mises en accès au public, et puis naturellement sur la voie publique et la copropriété. Pour faire très très vite, on en arrive même maintenant à une interaction entre le véhicule et le bâtiment à travers les bornes, parce qu'on sait très bien que l'appel d'énergie qui est créé le soir à 18h ou qui va être créé à 18h jusqu'à 21h, à des moments où tout le monde rentre, et ben, il va falloir apporter un élément complémentaire d'énergie, et la borne peut être cet outil intelligent qui fait le lien entre le bâtiment et le véhicule. Voilà, j'essaie de faire rapide pour conclure. Merci. Et comme on n'est pas tout à fait en avance, Patrick, pour Orbimob, je crois, hein, c'est ça. Je crois, Patrick Oliva participe d'Orbimob un peu, va conclure un peu cette table ronde. Merci. Merci beaucoup et merci. Parce que... Voilà, je reprends mon propos. Je dirais que la très très grande satisfaction que j'ai en participant à ces tables rondes, c'est que je trouve que l'information qui nous est donnée, parce que moi j'apprends plein de choses à chaque fois, est terriblement pertinente. Est terriblement pertinente. Là, ce que nous a dit Nadine, je ne sais pas si chacun s'en est rendu compte, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire le fait de venir nous dire, là, officiellement, je reprends vos propos, qu'en définitive, en termes de réseau, une massification de l'électrification de nos usages, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, c'est quand même pas anodin, c'est Enedis qui le dit. Et je dirais que... on ne se le dit pas par hasard. On ne se le dit pas par hasard. Et je dis que c'est d'autant plus important qu'il y a 3 ans, quand j'avais été amené à présider les assises de la mobilité et à travailler sur le sujet des mobilités plus propres, nous avons fait une journée complète sur l'électrification de masse. Il y avait Enedis, il y avait EDF, il y avait plein de choses, etc. Les conclusions auxquelles on était arrivés il y a 3 ans étaient que finalement, avec les technologies dont nous disposions et les perspectives que nous pouvions imaginer, nous avions une confiance
sur le fait que nous pouvions couvrir avec nos installations actuelles les technologies maîtrisées, l'utilisation des réseaux, les microgrids, etc. Ce que l'on savait à peu près, on couvrait 80% des usages. Aujourd'hui, on est en train de dire que, bon, sauf peut-être phénomène exceptionnel, mais on couvre 100%. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est comme évolution. C'est quand même extrêmement important. On n'est pas en train de dire il nous faut 10 usines nucléaires supplémentaires, il nous faut 10 usines, etc. C'est-à-dire que globalement, avec les usages normaux qui sont maintenant ceux que l'on perçoit à travers les usages des utilisateurs de véhicules, dont je suis, et je vois très bien que je consomme quasiment rien, hein, et que ce n'est pas moi qui vais perturber, et que même si on était plusieurs milliers ou dizaines de milliers, ça n'allait pas changer grand-chose. Compte tenu des usages que l'on a, je trouve que c'est quand même un message incroyable, et qui fait tomber énormément de peurs qui continuent d'exister et que l'on entend. Bon, je crois que c'est quand même très 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 important. Donc j'espère que tout le monde a bien enregistré ce qui est dit, parce que c'est absolument phénoménal. Deuxième point, c'est qu'effectivement, on a des stratégies pour alimenter cette option-là de mise en place de bornes de recharge. Et effectivement, ça se fait. Alors, le Puy-de-Dôme n'est pas un territoire qui est particulièrement en avance dans ce domaine-là. La Liée les Plus, par exemple, hein, d'après ce que je crois savoir. Bon, mais enfin, il y a ce qui est quand même très important à travers les usages, parce que Nadine ne l'a peut-être pas dit aujourd'hui, mais elle disait l'autre jour que 95% des usagers de véhicules électriques ou de rechargeables ne rechargent pas en dehors de chez eux. Aujourd'hui, parce que beaucoup d'utilisateurs sont des habitants de maisons individuelles ou de petites copropriétés ou de choses comme ça. Voilà. Ça évoluera au fur et à mesure, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'installations pharaoniques pour pouvoir démarrer ces manifestations. Donc je dirais, on n'a aucun frein à une accélération. Si ce n'est, je reste dans le domaine électrique, puis après on passera au gaz, si ce n'est le coût des véhicules. Voilà. Et ça, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Bon. Ce coût des véhicules, il faut quand même bien se rendre compte. On avait première conférence de Orbimob qui était donc lundi matin, qui était l'ancien directeur de recherche de Renault-Nissan. Il en connaît un bout sur le rayon, enfin un rayon sur le sujet. Était quand même très clair sur l'évolution des coûts de ces matériaux. Et quand on voit l'arrivée de la Spring d'Acia que vous pouvez avoir pour 13 000 €, on voit bien qu'on est en train de descendre et de rentrer dans une zone où il va y avoir... En plus de ça, ces véhicules, j'ai envie de dire, parce que je suis utilisateur, sont loin d'être optimisés pour l'électrique. Ils restent quand même encore sur des conceptions relativement classiques. Donc on peut raisonnablement imaginer que sous un délai très court, des offres nouvelles, renouvelées, beaucoup plus intelligentes de véhicules électriques soient à notre disposition, en individuel, et puis bien sûr dans tout ce qui est logistique, tout ce qui est petit transport de longue distance pour le fret. Donc on a une perspective quand même extrêmement enthousiasmante. C'est pour ça que je n'hésite pas, moi, à dire il faut que d'ici 2027, qui est l'horizon qu'on a donné, on ait au moins une montée en régime de l'électrification en Auvergne qui soit le double de la moyenne nationale. Je pense que c'est un objectif raisonnable. En tout cas, moi, je me le donne et j'espère qu'il sera suivi. Parce que c'est parfaitement réaliste. Alors, ce qui est certain, en revanche, c'est que tout ne va pas s'électrifier. Je ne crois pas une seconde à ceux qui nous disent que demain, tout le transport est électrifié. Je n'y crois pas une seconde. Et donc, ça donne un élément de survie, et plus que de survie, à Patrick qui est à ma droite. Parce que je suis absolument persuadé que précisément le mix énergétique de demain, c'est à la fois évidemment une vague très importante vers l'électrification, ça c'est tout à fait certain, mais en même temps un développement intelligent et varié d'options de carburants, biogaz, autres biocarburants, électrofuel, etc., hydrogène bien évidemment, dans l'équation, qui vont venir compléter effectivement cette panoplie. Voilà. Et je crois que dans le cadre de l'Auvergne et du Massif central, ça a été redit ce matin de nombreuses fois par le commissaire et d'autres intervenants, on est quand même le cœur vert de la France. Voilà. Si nous ne sommes pas aux avant-postes de ce développement, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Pas encore le cas. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc à un moment donné, il faut dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'il faut restaurer. On doit être aux avant-postes de la production de cela. Alors s'il faut le faire, c'est le faire avec des critères de qualité extraordinaires. Pourquoi ? Parce que quand même, Patrick l'a dit, mais il n'a pas trop insisté, et c'est normal,
Le méthane, il y a quand même un petit souci, c'est qu'il ne faut pas que ça fuit. Parce que c'est quand même un puissant gaz à effet de serre. Très puissant, beaucoup plus que le CO2. Donc il faut qu'il y ait des critères de qualité. 24 fois plus. Hein, voilà, 24 fois plus. Il faut qu'il y ait des critères de qualité dans la production, dans la distribution, comme ça a été très bien dit, et dans l'usage par les personnes. C'est pour ça que, en faisant référence à des cibles professionnelles, on est déjà dans des contextes où on peut peut-être davantage gérer cela, mais il faut y être attentif, il faut dire la vérité sur les choses. Hein. Moi, je crois beaucoup au développement du biogaz, et surtout dans des régions comme les nôtres, il y a beaucoup de biomasse et des activités agricoles, mais il faut que ça s'accompagne de critères qualité. J'étais en Bretagne cet été, et j'entendais tout le ramdam qu'il y avait autour des méthaniseurs, sur les odeurs. Bon, là encore, je pense qu'il y a de mauvais procès qui sont faits, hein, parce que il y a des installations qui sont sans odeur et puis des installations qui sont avec odeur. Je dirais que voilà, normons, créons des labels qualité, comme des labels qualité en électricité, etc. Hein, on est d'accord, Patrick? Pour qu'effectivement, Parce que la méthanisation en soi est pas. J'allais dire, par rapport à ça, la méthanisation, c'est pas nouveau non plus. Hein. non, Les gens qui font de l'épuration, c'est vieux comme le monde, la voilà, méthanisation, c'est ça. Ils faisaient déjà de la méthanisation depuis une quarantaine d'années. Mm. Après, ce qui a changé, c'est deux choses. C'est pour nous déjà le fait de pouvoir l'épurer et de l'injecter, d'avoir les autorisations administratives pour le faire, ce qui est relativement récent. Ça date de 2011 Oui. pour le gaz, et pour les steppes, ça date de 2014. Donc Bien sûr. c'est hier, quoi. Et donc, ce qui a changé, c'est ça. Mais la méthanisation, vous qui êtes chimiste, j'ai appris ça chimiste, ce matin, voilà, c'est pas nouveau, c'est un process qui existait. Mais maintenant, ce qui fait que ça change aussi, c'est qu'on l'optimise. Et on voit que l'énergie peut être aussi très en lien avec les sciences de la vie, en bien fait. sûr, bien sûr. Parce que là aussi, pour le coup, en innovation, tout est à faire. Et il y a des laboratoires qui, à l'UCA, y travaillent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imite pas très bien ce que fait une vache normalement. Mais on fait guère mieux. Et il faut qu'on améliore tout ça, quoi. Et Bien notamment le captage du CO2 qui est émis, etc. Enfin, il y a tout un champ de développement qui se présenteront à nous. Voilà. Après, Voilà, je et sachons conçois les marier les limites, choses. Et sachons marier les choses. Je voulais peut-être terminer par là, en disant électricité, non, du biogaz, ça se marie très bien dans un hybride rechargeable. Et qui peut être aussi une utilisation extrêmement intéressante pour les territoires de montagne. Hein, parce que ça vous donne l'usage de l'électrique, vous êtes chez vous avec le photovoltaïque, vous avez ce qu'il faut, vous utilisez donc de l'électrique, vous allez un peu plus loin, vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie et vous passez à votre utilisation de biogaz. Cette mixité d'usage est quand même extrêmement intéressante et il faut pouvoir l'envisager. Voilà, pour dire qu'on a vraiment des éléments aujourd'hui très forts pour aller de l'avant. Le contexte d'explosion du prix des fossiles devrait nous inviter à accélérer dans cette démarche-là. Si l'on veut que le système fonctionne bien, je reviens une fois encore là-dessus, hein, c'est Blandine, hein, votre prénom, hein, Blandine Chazelle, qui évoquait le fait que je parle toujours de fiscalité. Voilà, et bien j'y reparle, parce que pour que ça soit viable, il faut changer la fiscalité. Voilà, c'est en changeant la fiscalité, c'est-à-dire en donnant effectivement déjà un vrai prix de marché au CO2 et de façon générale, avec une refonte de l'ensemble du système fiscal pour que l'État puisse quand même gagner des choses sur l'énergie, mais que ce soit aussi en faveur de ces énergies-là, qu'on y arrivera. Donc on a les solutions. Pour les pousser, il faut non seulement effectivement se dire on a une ambition territoriale qui nous permet de nous donner des objectifs plus élevés que la moyenne nationale, et nous avons peut-être aussi un rôle auprès du gouvernement, auprès des instances nationales, pour dire, attendez, si vous voulez que ces systèmes qu'on cherche à développer soient viables, il faut que vous aussi vous vous mettiez au travail sur les vraies questions qui sont au cœur du système, et notamment la fiscalité. Voilà, le changement de fiscalité. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a 3 ans, j'assistais à l'hôtel de Rocklor, là, à Paris, donc au ministère, une présentation par la Suède de comment ils ont fait évoluer leur système de fiscalité, justement, pour rendre possible l'émergence d'un objectif qui est en 2030, ni leur chauffage, hein, vous m'écoutez bien, ni leur chauffage, ni leur transport ne dépendra plus des énergies fossiles. Ils ont parfaitement compris qu'ils ne pouvaient pas le faire sans un changement de fiscalité. Ils l'ont fait dans les années 90, nous l'attendons toujours. Et voilà, à un moment donné, il faut montrer que le terrain est capable d'avancer et que plutôt que de réguler sur des choses peut-être un petit peu secondaires, il faut s'attaquer aux vrais problèmes.
D'accord. Et aujourd'hui, il est dans la fiscalité, parce que la technique est prête. Je pense que les mentalités sont en train de changer. Donc il faut maintenant que le contexte, effectivement, des politiques publiques et du contexte économique soit lié. Voilà, c'est peut-être ça que je voulais dire. J'ai été un petit peu long.